Gadal 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse un message au peuple algérien dans lequel il réaffirme que la fidélité au sacrifice des aïeux est la boussole qui guide l'Algérie vers la consolidation des fondements de l'État national. Et puis nous reviendrons dans cette édition sur cette glorieuse guerre de libération, symbole jusqu'à nos jours de liberté pour les peuples opprimés du monde entier. La situation au Soudan plus catastrophique que jamais. Plus de 4500 personnes fuient la région du Kordofan Nord alors que l'ONU dénonce les atrocités commises par les forces de soutien rapide dans le secteur assiégé d'El-Fasher. Et puis nous irons à Gaza où les forces d'occupation sionistes ont violé pour la énième fois l'accord de cessez-le-feu. Au moins 3 civils sont tombés en martyrs ce vendredi. Les Gazaouis désespérés continuent de dénoncer ces crimes. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce vendredi un message au peuple algérien à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dans lequel il a réaffirmé que la fidélité au sacrifice des aïeux est la boussole qui guide l'Algérie dans cette phase sensible vers la consolidation des fondements de l'État national et l'exaltation du patriotisme fédérateur. En ce 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, nous célébrons avec fierté les gloires des générations ayant livré, sans trêve, des batailles aux 4 coins de l'Algérie afin que la fidélité à leur sacrifice demeure une source de détermination à toute épreuve, alimentant une conscience collective associée à notre glorieuse histoire. Telle est la boussole qui guide l'Algérie dans cette phase sensible vers la consolidation des fondements de l'État national et l'exaltation du patriotisme fédérateur des volontés, des nationalistes dévoués et des forces vives, particulièrement les jeunes, pour mettre le pays à l'abri des turbulences que connaît notre espace régional, des conflits intenses en cours dans le monde et des fractures dans les relations internationales, et ce, en misant sur nos propres capacités avec une performance économique génératrice de richesse et en nous appuyant sur la conscience et le patriotisme des enfants de l'Algérie, déterminés à bâtir fièrement le présent et l'avenir sur les pas de nos valeureux martyrs, à la mémoire desquels nous nous recueillons, mus par la volonté des sincères qui œuvrent à l'élévation de la patrie et au service du peuple. Le président de la République a par ailleurs souligné dans son message que cette date du 1er novembre a démontré, à travers ces étapes successives, l'attachement tout au long de la sinistre période coloniale du peuple algérien à sa terre, à son histoire et à son identité algérienne profondément enracinée. Le 1er novembre, nous commémorons ensemble l'anniversaire du déclenchement par le peuple algérien de la glorieuse et éternelle révolution de libération. Une date historique charnière faisant suite à de longues décennies de résistance populaire et de lutte nationale marquée par la souffrance et le sang, au cours desquels le peuple endurera les affres d'une colonisation de peuplement, s'opposant à ses convoitises et à son odieuse tyrannie et refusant par tous les moyens de résistance dont il disposait la spoliation de sa terre, la profanation de son histoire et la dénaturation de son identité. À travers ces étapes successives, la résistance a démontré l'attachement du peuple algérien à sa terre, à son histoire et à son identité algérienne profondément enracinée tout au long de la sinistre période coloniale. Et pour sa part, le général d'armée Saïd Chenguiriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée populaire nationale, a également adressé un message à l'occasion de la commémoration des 71 ans de la guerre de libération nationale. Un miracle porté selon lui par des géants face à la politique d'effacement colonial. Ce miracle divin, né d'une révolution populaire décisive, a été porté par des géants, des martyrs valeureux et des moudjahidines vertueux, dotés d'une volonté ferme et d'une détermination inébranlable.
Ces derniers avaient parfaitement compris les objectifs du colonialisme de peuplement, discerné ses intentions malveillantes et ses tentatives désespérées et répétées de consolider les fondements de son projet colonial. Un projet qui, en plus de la politique de répression et d'oppression, reposait sur une stratégie d'effacement, d'humiliation et d'ignorance, visant à vider l'identité nationale de ses composantes essentielles, la langue, la religion, les coutumes, les traditions, le patrimoine culturel et l'appartenance civilisationnelle. Le colonisateur pensait ainsi pouvoir imposer sa volonté aux Algériens et les contraindre à accepter l'idée de leur infériorité, en légitimant la prétendue supériorité de la race européenne pour dominer cette terre bénie. Et dans le contexte géopolitique complexe dans lequel évolue le monde, le général d'armée Saïd Chengriha a tenu à rappeler la nécessité de faire de ces commémorations une opportunité pour raviver les valeurs et principes de cette révolution unique, nous inspirer des qualités de ces héros et les appliquer dans notre quotidien. À cette mémorable occasion nationale, je tiens à souligner qu'il nous incombe à tous de veiller à ce que la célébration de ces étapes glorieuses de notre histoire éternelle ne se limite pas à des rituels ou à des festivités folkloriques. Nous devons plutôt en faire une opportunité pour raviver les valeurs et principes de cette révolution unique, nous inspirer des qualités de ces héros et les appliquer dans notre quotidien. Car le contexte géopolitique international complexe et régional instable nous impose plus que jamais une vigilance, une conscience accrue et des efforts constants afin de relever les défis et d'y faire face avec sagesse et efficience. Je suis fermement convaincu que remporter les paris du présent et de l'avenir passe avant tout par une forte impulsion morale et motivationnelle, puisée dans la richesse de notre histoire nationale pleine d'épopées et d'héroïsme. Et la flamme qui brûlait dans le cœur des vaillants moudjahidines se fait toujours ressentir 71 ans après. Retour sur cette guerre de libération algérienne, symbole de liberté pour les peuples opprimés du monde, avec ce reportage signé Asma Laïd. « 1er novembre 1954, 1er novembre 2025, 71 ans après, la glorieuse guerre de libération est encore vivace dans l'esprit des Algériens. Durant la nuit du dimanche au lundi 1er novembre 1954, plusieurs dizaines d'actions de résistance armée ont été menées dans toutes les régions de l'Algérie. La guerre de libération nationale durera plus de 7 longues années. Sur la seule période de la guerre de libération nationale, on a déploré 1,5 million de martyrs, un lourd tribut payé pour l'indépendance. Le 1er novembre, la révolution est déclenchée, le peuple a dit son mot, la route vers l'indépendance est empruntée, une lutte pour la liberté qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1830 est engagée au niveau du territoire national. Elle a connu un nouveau souffle, le souffle qui a gagné l'Algérie entière unie et déterminée à arracher son indépendance. Le 1er novembre a été le précurseur de cette volonté de se délivrer du colonialisme. L'appel du 1er novembre, diffusé le jour même du lancement de la lutte, a été accueilli à bras ouverts par le peuple. Mettez la révolution dans la rue, elle sera accueillie par le peuple, disait l'Arbi Ben Mehdi. Cette déclaration accompagnant le déclenchement de la lutte armée a été élaborée par les 6 principaux responsables de l'éclatement de la révolution, à savoir les chefs historiques Mohamed Boudiaf, l'Arbi Ben Mehdi, Mustafa Ben Boulaïd, Karim Belqasem, Didouche Mourad et Rabah Bitat.
Le groupe des 5 rejoint par Karim Belkacem émanant du groupe des 22, devenant le groupe des 6 historiques qui s'est réuni le 23 octobre 1954 chez Morad Bougachoura à Boulourine. Au cours de cette réunion, il a été convenu ce qui suit: diviser le territoire national en 5 régions militaires. Il a également été question de déterminer la date du début de la révolution, de préparer le texte de la proclamation du 1er novembre et de définir les responsabilités et le mot de passe. La réunion des 22 historiques, symbole de l'unité et de la détermination de la révolution algérienne, reste gravée dans l'histoire comme un moment décisif où des leaders se sont rassemblés pour tracer l'avenir de leur nation. C'est grâce à ces hommes d'un courage exemplaire qu'est tirée la première balle contre l'occupation. La guerre de libération algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme, un repère pour les peuples qui luttent pour leur indépendance. Gloire à nos martyrs. Dans le reste de l'actualité, la situation au Soudan plus alarmante que jamais. Plus de 4500 personnes ont fui la région du Kordofan Nord, voisine du Darfour, en raison des attaques et des violations continues commises par les forces de soutien rapide. À noter que les autorités soudanaises avaient auparavant signalé des morts et des blessés lors d'une attaque de drone menée par les FSR sur la zone de Zaribat-Sheikh al-Boraï dans le Kordofan Nord. L'ONU a de son côté exprimé ce vendredi sa vive inquiétude face aux informations faisant état d'exécutions sommaires, de viols collectifs et d'enlèvements depuis la prise d'El-Fasher au Soudan par les paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont depuis coupé toute communication dans la ville. Depuis l'incursion majeure des RSF dans la ville le 23 octobre, nous avons reçu des témoignages effroyables d'exécutions sommaires, de massacres, de viols, d'attaques contre les travailleurs humanitaires, de pillages, d'enlèvements et de déplacements forcés. Notre bureau a recueilli les témoignages de personnes qui ont fui El-Fasher, terrifiées, et qui ont survécu au périlleux voyage jusqu'à Tawila, à environ 70 km de là. Il y a eu plusieurs vagues, pour ainsi dire. Lors de la première vague, des médecins et des infirmières ont été enlevés. Jusqu'à 6 collègues étaient encore en cours d'enlèvement et des meurtres ont eu lieu. Ensuite, les mêmes groupes ou d'autres groupes, je crois que ce n'est pas vérifié à 100%, sont revenus et ont recommencé à tuer. Ils sont revenus une 3e fois et puis, difficile à dire, ils ont achevé ce qui restait, y compris d'autres personnes réfugiées dans l'hôpital. Nous sommes bien sûr extrêmement alarmés par les attaques contre les établissements de santé au Soudan, la plus récente ayant eu lieu à El-Fasher, mais nous avons recensé des centaines d'attaques contre les établissements de santé tout au long de cette année et malheureusement, l'incident survenu mardi a fait plus de 460 victimes parmi les patients et leurs familles qui se trouvaient à l'hôpital et cherchaient des soins et un abri. Direction à présent les territoires palestiniens occupés où l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur début octobre ne cesse depuis d'être violé par les forces d'occupation sionistes à Gaza. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi dans de nouveaux raids de l'armée sioniste sur plusieurs zones de la bande. Selon des sources médicales citées par l'agence de presse palestinienne Wafa, les martyrs sont tombés dans des bombardements distincts visant la localité de Khan Younes au sud et le centre-ville de l'enclave palestinienne. Vous l'aurez compris, Gaza donc toujours à feu et à sang. Sur place, les civils désespérés expriment leur profonde détresse face aux violations répétées du cessez-le-feu par l'occupant sioniste qui ne cesse de commettre les pires atrocités, ne leur laissant aucun répit. À noter qu'une série de raids et de bombardements sionistes ont fait 110 martyrs, dont 46 enfants et 20 femmes dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Nous sommes vraiment épuisés. Quel crime ces enfants tués dans l'attentat avaient-ils commis? Cet enfant explosé, cette petite fille qui a perdu la face. Pourquoi devons-nous endurer tout cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre une vie normale comme tout le monde dans le monde?
L'explosion est survenue soudainement au milieu de la nuit. Tout le monde dormait et nous étions terrifiés, ne sachant pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas quoi dire. Nous sommes encore sous le choc, incapables de comprendre pourquoi la maison a été bombardée. Que s'est-il passé? Quelle en était la raison? Personne ne le sait. Assez, c'est vraiment suffisant. Ce n'est pas la première fois que les forces sionistes violent l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De multiples attaques ont eu lieu à l'ouest de la soi-disant ligne jaune ou par le biais de frappes aériennes lancées par des avions de guerre, des actions qui violent de manière flagrante les principes humanitaires et les conventions de Genève. Les autorités sanitaires de Gaza ont reçu par l'intermédiaire de la Croix-Rouge au total les corps de 225 martyrs palestiniens dans le cadre du prétendu accord de cessez-le-feu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'occupation sioniste. Selon un communiqué, les autorités sanitaires ont déclaré avoir reçu 30 nouvelles dépouilles pour la journée de vendredi. Les identités des martyrs n'ont toujours pas été dévoilées. Justement, les corps des martyrs restitués ont été transférés ce vendredi à l'hôpital Nasser de Khan Younes afin que les équipes médicales procèdent à l'identification de ces dépouilles. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a affirmé ce vendredi qu'elle continuait d'assurer son rôle humanitaire essentiel dans la bande de Gaza, et ce en dépit des restrictions imposées par l'entité sioniste en violation de l'accord de cessez-le-feu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'agence a indiqué que malgré les restrictions, ces écoles servaient toujours d'abri temporaire pour des milliers de familles déplacées, leur salle de classe étant transformée en refuge d'urgence. L'UNRWA a ajouté que plus de 12 000 employés de l'agence à Gaza continuaient de travailler chaque jour dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'aide humanitaire, et ce malgré les difficultés et l'absence de lieux sûrs dans la bande. Alors que les banques de Gaza réouvrent petit à petit, le problème de l'absence de liquidité pèse sur les Gazaouis. Alors que la majorité ont été détruites ou endommagées, les rares banques encore sur pied peinent à fournir du liquide à tout le monde. Résultat, de grosses files d'attente et des civils très déçus. Nous sommes ici depuis le matin et certaines personnes accomplissent même la prière de l'aube et viennent ici. Parfois, certaines personnes sont rentrées chez eux bredouilles. Peut-être que pendant que je suis ici, je n'aurai peut-être pas aussi mon tour. Les procédures sont très difficiles. L'argent est très difficile à trouver. Les billets ont été endommagés durant la guerre. Les marchands l'inspectent minutieusement. Et quand j'essaye d'obtenir de la banque 1000 shekels, ils me donnent 400 ou 500 seulement. La commission des marchands est très élevée et les prix sont très chers. En ce qui concerne le salaire est de 2000 shekels, mais quand je reçois 1300, si je le perçois bien sûr. En fin de compte, la monnaie, nous ne la recevons pas dans son intégralité. En plus de cela, les commerçants acceptent seulement les billets. Nous souffrons dans tous les sens du terme. L'argent, les liquidités à la banque, il n'y en a pas. Vous venez simplement faire la paperasse, la transaction et repartir. En Cisjordanie occupée, les crimes sionistes s'intensifient. Ce vendredi, ils étaient nombreux à avoir assisté aux funérailles d'un jeune garçon de 15 ans assassiné par les balles des forces d'occupation lors d'un raid dans le village de Silouad, à l'est du gouvernorat de Ramallah. Le génocide continue non seulement à Gaza, mais dans toute la Palestine, parce qu'ils veulent dire au monde entier, nous contrôlons, nous occupons le monde entier, pas seulement la Palestine. Il y a des exécutions tous les jours. C'est un enfant qui a été exécuté, comme nos enfants, nos femmes et nos aînés ont été exécutés de sang-froid. Parce que ceux qui ne craignent pas la punition se comporteront mal, le monde devrait prendre position. Avis aux amoureux de lecture, plus qu'un rendez-vous littéraire, le salon du livre d'Alger demeure comme chaque année
Une scène africaine, un espace où l'esprit panaf s'écrit, se partage et se vit à travers les différents stands et éditeurs du continent. Je vous propose de regarder ce reportage signé Maël Chouyer. Au détour des allées du Salon international du livre d'Alger, l'Afrique se raconte. De la Mauritanie à la Tunisie, de l'Égypte au Sahara occidental, les voix africaines s'élèvent. Chacune porte un fragment d'histoire, une mémoire partagée, un regard tourné vers l'avenir. Le Salon du livre international d'Alger représente pour nous une occasion formidable pour présenter nos livres et aussi pour rencontrer le merveilleux lecteur algérien. Mon rêve, c'est de voir cette génération, ou peut-être la génération d'après, qui a accès vraiment au prix Nobel, mais pas à l'unité, mais parlant de dizaines et pourquoi pas des centaines. Mais pour cela, il faut travailler maintenant. C'est une occasion pour nous de présenter, de diffuser, de valoriser le patrimoine national imprimé de la Mauritanie, à savoir les livres. Les livres, si vous voulez, ça nourrit les esprits et ça nous permet de valoriser notre patrimoine. Et ça nous permet de faire passer tous les messages possibles et imaginables pour remédier à toutes ces pratiques inacceptables, inadmissibles dans toutes les sociétés. Cette présence africaine, au-delà des livres exposés, incarne un même souffle, celui de l'esprit panaf, ce dialogue entre les peuples nés ici à Alger il y a plus d'un demi-siècle. Un esprit toujours vivant qui rappelle que la culture reste le premier langage de l'unité africaine. Cette nouvelle édition du Salon international du livre d'Alger est un événement culturel très important pour les Sahraouis. C'est en quelque sorte la seule vitrine qui permet à l'écrivain sahraoui de toucher un large public au-delà des camps. Le livre joue un rôle essentiel, pas seulement sur le plan politique comme on le pense souvent, mais aussi sur le plan culturel, car c'est lui qui relie les peuples et unit leur destin. Au fil de nos 8 participations au Salon international du livre d'Alger, nous pouvons dire que cette 28e édition, marquée par l'esprit panafricain qui l'anime, contribue à travers une meilleure organisation et une ouverture plus large à de nombreuses maisons d'édition venues de divers pays, à renforcer le dialogue entre les cultures et à consolider les liens entre les nations. Elle favorise également une diffusion plus large et plus rapide du livre à travers le continent africain. Au fil des pages et des rencontres, le SILA ravive l'esprit panaf, celui d'une Afrique unie par la culture et la parole écrite. 7e art, avant de se quitter, la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran a été ouverte jeudi avec la participation de plus de 60 films issus de divers pays du monde arabe. Une rencontre à ne pas manquer. Les détails, Flah Leili, avec un récit d'Imen Merad. Oran s'illumine à nouveau aux couleurs du 7e art. La capitale de l'Ouest algérien a donné le coup d'envoi de la 13e édition du Festival international du film arabe, dans une ambiance festive et chaleureuse qui a réuni les grandes figures du cinéma venues de tout le monde arabe. Je suis très heureuse d'être dans mon deuxième pays. Ce grand pays a l'histoire marquée par la résistance. Un pays qui n'oublie jamais le prix du courage. C'est une forme de salut et de reconnaissance pour les efforts que nous déployons au service de cet art. Un art qui doit avoir un impact profond sur l'opinion publique. Il contribue à forger une opinion éclairée, consciente et cultivée, capable d'apporter un véritable bénéfice à la société dans son ensemble. Le festival propose une sélection de plus de 60 films issus de différents pays arabes et africains, entre fiction, documentaire et courts-métrages, avec un accent particulier sur la Palestine et le cinéma africain. On a réussi à avoir les meilleurs films. Ils ont fait des participations dans des grands festivals, Cannes, Venise, le Qahira, le Gouna. Donc on a des films qui sont ici. Et on a un nombre important d'invités d'honneur. On a un nombre important de stars du monde arabe. Donc c'est ça, c'est pour donner l'opportunité au public oranais de rencontrer ses acteurs. C'est la grande ouverture de la 13e édition, ça donne la tonalité de ce que va être cette édition. Donc on a plusieurs stars internationales qui sont là, qui sont présentes, Rassan Massoud,
Nadia Al-Joundi de Lazalour qui est là, la star des productrices de Lazalour, de Rabeshoucha, pardon, qui est la présidente du jury. On a des personnalités. On a Yorgos Lamprinos qui est l'un des meilleurs monteurs au monde, qui a fait The Father, qui a un César, un BAFTA et nommé aux Oscars. Donc voilà, il y a des gens qui sont assez importants et des films très importants qui nous attendent pour toute la semaine, et le public, j'espère qu'il sera présent et qu'il sera là. C'est une édition que je qualifierais de cimentation de ce festival. C'est-à-dire il a pris une vitesse de croisière et aujourd'hui il a pris le volume qu'il faut. C'est-à-dire il n'y a ni trop de monde, ni pas assez. Et le nombre de films également qu'il faut pour maîtriser la situation. Je trouve que les organisateurs ont réussi à maîtriser la chose et c'est cela qui est un gage d'avenir. Ensuite, ce festival doit servir de base pour la relance du cinéma. Sous le signe de la mémoire et de la créativité, le Festival du film arabe d'Oran continue d'écrire l'histoire du cinéma arabe contemporain, faisant de la ville une scène de culture, de lumière et de dialogue. Un événement que l'on suivra tout au long de la semaine. C'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous sur Al 24 News.